Joseph Kabila et les cadres du PPRD sont-ils victimes d'un acharnement? Quelle est la solution pour la sortie de crise envisagée par le FCC? Le débat au féminin en parle ce samedi avec Maître Arlette Odia, cadre du PPRD. Le débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h. La rediffusion, c'est tous les dimanches après le journal de 19h. Nouveau numéro du débat au féminin, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous reparlons politique après quelques numéros consacrés au sujet qui n'avait rien à voir avec la politique. Aujourd'hui, nous reparlons politique et actualité. Vous le savez, l'actualité reste dominée par ces perquisitions au niveau des différentes résidences de Joseph Kabila. On a également l'annonce de son retour par la partie orientale qui continue de susciter beaucoup de réactions. Nous allons en parler dans ce numéro du débat au féminin avec Maître Arlette Odia, qui est présidente du collectif pour le développement et unité du Congo, mais également cadre du PPRD. Maître Arlette, bonjour et bienvenue dans ce studio. Bonjour, merci Madame Mami. Alors, pourquoi le PPRD se sent persécuté? C'est le thème autour duquel nous allons échanger. Joseph Kabila a annoncé son retour. On commence par là parce que c'est à partir de là qu'apparemment tout est parti. Il a annoncé son retour au pays, mais dans la partie orientale, sans trop de précision sur la province, la ville, par où il va venir. Et beaucoup de réactions s'en sont suivies. Plusieurs personnes ont directement fait le lien avec la FCM 23 parce que vous le savez, depuis un certain temps, on faisait déjà des liens, des ramifications entre vous et l'AFC, notamment à cause du ralliement de certains de vos camarades. On ne sait pas s'ils sont toujours avec vous, s'ils ont quitté le parti, s'ils ont été radiés. Est-ce que ça a été fait à dessein pour susciter toute cette polémique? À dessein, je ne sais pas trop ce que cela veut dire, mais je sais qu'il y a forcément une symbolique dans le choix pour le président Kabila de revenir au pays par la partie orientale. Vous savez, la partie orientale de notre pays, elle a été pendant plusieurs années l'objet de l'instabilité, de l'insécurité. Les mamans ont été violées, elles le sont encore aujourd'hui, les enfants tués, les minerais pillés. On va dire que c'est la partie de la République qui, logiquement, devrait le plus attirer l'attention, pas seulement du président Joseph Kabila, mais l'attention de tous les Congolais. Et quand il annonce qu'il vient par là, et je pense que ça ne devrait que susciter de la joie pour ceux qui ne sont pas là, sur place, mais aussi du réconfort pour ceux qui sont de ce côté-là. J'aimerais aussi dire que il y a une grande partie de la partie orientale qui est occupée par des rebelles. Naturellement, les rebelles se font accompagner par des forces étrangères. Je considère que ne pas fréquenter cette partie-là serait tout simplement participer au projet de ce qui ressemble à la balkanisation. Donc, c'est tout à fait normal qu'il atterrisse dans l'une des villes sous occupation de l'armée rwandaise et c'est supplétif du M23. Pas seulement normal, mais surtout logique. C'est surtout logique parce que sinon, ça donnerait l'impression que nous abandonnons cette partie aux rebelles. Restons dans votre logique. Il y va faire quoi? Il y va pour échanger avec les rebelles, pour leur demander pourquoi ils sont en train de se battre. Il y va pour réconforter. Il y va pour apporter une assistance. Il y va faire quoi quand on sait que c'est une zone qui a échappé au contrôle du gouvernement légalement établi? Je vais prendre ces termes. Il y va pour participer aux efforts de la paix. Le président Kabila a dirigé le pays pendant que le pays était aussi divisé. Il avait réussi à réunifier les pays. Il avait réussi à ramener et les rebelles et l'opposition non armée, la société civile, la majorité de l'époque autour d'une table pour que l'on avance et que l'on avance dans la bonne direction. Jusqu'ici,
le président de la République en fonction a semblé montrer aux Congolais qu'il ne voudrait pas rencontrer les rebelles, qu'il ne voulait même pas entendre parler d'eux. Mais la conséquence, c'est que les territoires sont tombés. Ça a évolué parce qu'on a parlé finalement des négociations directes qui devraient avoir lieu à Luanda, qui n'ont pas eu lieu. On attend Doha, qui doit également commencer. C'est direct. Hein. Vous parlez d'attendre. C'est parce que nous sommes à Kin. Il y a des gens qui ne peuvent même plus attendre une seule seconde parce que ça devient de plus en plus. Mais au moins, on reconnaît qu'il y a eu cette évolution. Finalement, on est passé de pas à négociation directe. Vous appelez évolution pendant que ça fait déjà 1 mois ou plus qu'on nous a parlé des Doha. Il n'y a pas eu ne fût-ce qu'une seule rencontre. Moi, à mon avis, le président de la République en fonction est déjà bloqué. À mon avis, il est bloqué. Il ne sait plus quoi faire et on ne peut pas laisser les choses suivre ce cours-là comme s'il n'y avait pas un ancien président de la République dans ce pays qui est détenteur de la recette pour amener la paix. Absolument, moi je le crois, parce qu'il l'a déjà fait. C'est une expérience qu'il a déjà vécue. À cette époque-là, il y avait 4 rébellions. Aujourd'hui, la plus prononcée, c'est la FCM 23. Donc, il est question pour le président Joseph Kabila de faire comme il a dit, participer aux efforts de la paix. Ça, c'est ce que je crois et je pense que la paix va revenir par notre président national du parti et le président honoraire de la RDC. Vous avez certainement vu les réactions des rebelles qui, par rapport à ça, ils sont en train de dire, par exemple, que les zones occupées restent la République démocratique du Congo et le président Joseph Kabila a le droit d'aller s'installer où il veut. Ne voyez-vous pas que c'est aussi provocateur comme réaction et ça laisse penser que quelque part, ils sont ensemble? Non, ça peut être provocateur, ça c'est vrai, et il faut le comprendre. Des rebelles, c'est des rebelles. Ils sont pas comme tous les autres citoyens, non. Et Joseph Kabila se sentira en sécurité dans cette zone-là, hors contrôle gouvernemental? Il y a de nombreux Congolais qui vivent à Goma, à Bukavu. Mais ils ne se sentent pas en sécurité du tout. En dépit du fait que l'AFC contrôle ces zones-là. Mm-hmm. Il y en a même qui font aussi des vidéos sur les réseaux sociaux pour dire qu'ils se sentent plus en sécurité avec l'AFC qu'avec l'armée régulière. Et ça, c'est une minorité. Il y en a qui estiment, ça je sais pas, j'ai pas fait les statistiques pour ça. Mais au moins on voit ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le secrétaire général de l'UDPS qui a demandé qui a appelé à la sécurité ou bien la sécurisation des membres de l'UDPS qui vivent à Goma. Ça veut dire que même le régime en place voudrait que les compatriotes qui sont dans les territoires occupés soient sécurisés, en tout cas par ceux qui font la loi là-bas en ce moment-là. Mm-hmm. Donc, là n'est pas vraiment ce qui attire mon attention. Ce qui attire mon attention, c'est qu'il y a de nombreux Congolais qui ont perdu la vie, qui sont aujourd'hui dépaysés, ils savent pas accéder à leur argent, ils savent pas accéder à leurs biens parce qu'il y en a qui disent que les biens ont été pillés. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de stabilité à l'Est. Est-ce qu'on doit rester là à attendre Monsieur Félix Tshisekedi qui ne fait rien pour résoudre cette crise-là? Non. Vous êtes sûr qu'il ne fait rien? Et que dire de toutes ces démarches qui sont en train d'être faites au niveau diplomatique pour y arriver? Mais les Congolais n'y croient plus. Vous savez que le président... Alors, ce n'est pas juste que de dire qu'il ne fait rien. Non, vous pouvez croire qu'il fait quelque chose, mais vous ne l'imposez pas à tous les Congolais. Un citoyen congolais honnête et librement pensant, pour qu'il se convainque que les dirigeants font quelque chose, il faut que l'on voit les retombées. Jusqu'ici, c'est des projets. Jusqu'ici, des sanctions c'est des rendez-vous. Sont quand même arrivées. On ne parle pas des sanctions. Vous savez que tous les dirigeants africains sont unanimes par rapport au fait que les sanctions ne résolvent pas le problème de sécurité. Les personnes qui sont sanctionnées, quelques mois après, vous verrez ceux qui les ont sanctionnés lever des sanctions. Nous sommes ici
Vous saviez qu'à un certain moment, on avait aussi sanctionné certaines autorités Donc, congolaises. certains cadres de votre parti. Voilà. Et quelques temps après, les mêmes qui les avaient sanctionnés avaient levé ces sanctions. Donc, on sanctionne certains dirigeants des rebelles AFC, on va sanctionner Kagame, on va sanctionner le Rwanda. Vous verrez un jour, les levées des sanctions commencer à tomber. Est-ce que ça va ramener à la vie nos compatriotes qui sont morts? C'est ce qui nous préoccupe. Donc, nous ne pouvons pas rester insensibles. Le président Kabila a décidé de suspendre son cursus académique pour s'adonner aux affaires du pays. C'est une responsabilité qui lui incombe. C'est un devoir pour lui d'apporter ces efforts qui concourent à la paix et qui vont concourir à la paix. Je n'ai aucun doute et les Congolais qui me suivent, j'en suis sûre, n'ont pas de doute non plus que la paix va revenir par nous et surtout par le président Joseph Kabila. Est-ce qu'il est prêt à rencontrer l'actuel président Félix-Antoine Tshisekedi pour discuter des mécanismes à mettre en place pour le retour de la paix? Parce que s'il est animé de cette bonne volonté pour aller s'installer dans la partie orientale, pour voir dans quelle mesure contribuer au retour de la paix, est-ce qu'il est prêt à échanger avec celui qui dirige actuellement pour partager ensemble des stratégies et ses recettes pour que la paix revienne? Parce qu'il en a l'expérience, vous l'avez dit, de réconcilier les frères congolais. Il faut plutôt se demander si le président Félix Tshisekedi est prêt à rencontrer le président Kabila. Pourquoi je me pose cette question? Ou j'inverse votre question. Parce que les deux se sont exprimés. Récemment, Joseph Kabila a dit que le problème du pays, c'est le président Félix. La solution, c'est le président Félix. Ça veut dire que lui n'a aucun problème à rencontrer ou à se disponibiliser pour ces rencontres. Ça, c'est ce que je pense. Mais à son tour, le président Félix, qu'est-ce qu'il dit de Joseph Kabila? Il l'appelle parrain de l'AFC. Ils sont sur les médias, les cadres du parti présidentiel, de la majorité présidentielle, en train de vilipender le président Kabila. Ce n'est pas parce qu'il y a eu plusieurs de vos anciens camarades qui ont rejoint la rébellion et qui aurait quelqu'un qu'on a vu, je crois c'est quand on a arrêté les présumés complices de Nanga, il y en avait un qui avait clairement dit sur PV que c'était le président Joseph Kabila qui était le véritable patron de la FCM 23. Madame, revenons à ce que vous dites, que plusieurs cadres du PPRD sont aujourd'hui à l'AFC. Je n'ai pas fait des statistiques, mais honnêtement parlant, est-ce que les anciens cadres du PPRD qui ont rejoint l'AFC sont-ils majoritaires dans ce groupe-là par rapport à ceux de l'UDPS et de l'Union Sacrée qui ont rejoint l'AFC? Non. C'est quelques-uns seulement de nos camarades qui nous ont quittés. Vice-versa aussi, hein, parce que ceux-là aussi qui sont partis, ils sont aussi... Mais si on doit partir sur cette base-là pour dire que nous sommes avec l'AFC, ça veut dire que l'UDPS et l'Union Sacrée est aussi avec l'AFC, parce que ses membres ont aussi rejoint l'AFC et en grand nombre. Logiquement, l'AFC est devenu le complice de ceux qui dirigent. Sinon, comment vous allez laisser un groupe armé occuper des territoires et même des chefs-lieux des provinces pendant autant de mois, sans riposte rigoureuse promise? Mais plus que ça, vous interdisez aux gens d'accéder ou de se retrouver sur... Ils vont accéder comment? Les aéroports sont fermés. Mais j'apprends que les gens contournent. Mais est-ce que tout le monde a les moyens pour le faire? Mais ceux qui ont les moyens, ils les font. Est-ce qu'on a déjà interdit à quelqu'un de s'y rendre? Parce qu'il y a des gens qui y vont, comme vous le dites. On n'a pas interdit à quelqu'un d'y aller, mais apparemment, quand il est question des gens de notre famille politique, c'est maintenant des gens qui se disent, voilà pourquoi les gens y vont. Vous avez bien dit. Comme on dit, on est en train de nous contredire, madame. Bon, quand Kabila a dit qu'il vient par la partie orientale,
J'ai vu des débats dans tous les sens. Pourquoi il doit aller là-bas? Pourquoi il doit aller à Goma? Mais pourquoi il est président Nabino à lobby sans couper sa précision? Et ça peut n'avoir parti sous oriental, on peut amboka, ils appellent sous contrôle la rébellion. Mais il n'a pas précisé où mais si Koyo, en ne précisant pas. Oui. Yango et Boti, ba débat au nyonso. Il fallait pas ebota Yango. Tout le Congolais doit savoir que le président Joseph Kabila, ce n'est pas un citoyen ordinaire. Donc, quand on lui parle, il faudrait Bisondeto Lukakoeba, qu'est-ce qu'il a voulu dire, plutôt que Bisondeto Kansela, que voilà ce qu'il a dit. Jésus, le fils de l'homme, quand il a dit que Batubarole Nzoto Nanga Baomela Makila Nanga, il y en a qui l'ont quitté, qui ont pensé qu'il devenait cannibale, qui ont pensé qu'il devenait fou, qu'il devenait magicien. Donc, quand le président Kabila dit qu'il vient par la partie orientale, c'est normal qu'il y ait des gens qui ne comprennent pas son langage. Mais la partie orientale comprend, je pense, voilà. Mais Soki Penza, c'est un politique. Oui, mais les enjeux politiques, ça ne se calcule pas. C'est pour sa sécurité, il y a un dévoilé. Pas seulement ça. Mais les enjeux politiques, ça ne se calcule pas toujours à l'heure. Vous pouvez programmer aujourd'hui d'être dans votre cabinet de ministre, mais il y a une urgence qui vous appelle ailleurs. Vous pouvez programmer d'aller à Goma, mais une urgence qui l'appelle à Bukavu. Donc c'est au moment où il va s'engager pour revenir au pays qu'il précisera la ville ou la province qui va le recevoir. Alors, pourquoi ne pas faire l'inverse, par exemple? Revenir par Kinshasa, rencontrer les autorités de la place, échanger sur les recettes à appliquer pour amener la paix, et cette fois-là s'envoler pour aller là-bas? Là n'est pas le problème. Mais qui peut accepter d'aller rencontrer des gens qui se révèlent hostiles à lui? Est-ce que c'est nouveau dans l'histoire politique de la RDC? On a vécu ça avec les régimes passés où il y avait vraiment des très fortes tensions, mais finalement, on a réussi à faire tomber cette tension et à évoluer. Je crois que c'est la démarche... Il n'est jamais une fois passé sur les médias pour critiquer, accuser Étienne Tshisekedi, accuser Fayulu. On sait que Joseph Kabila ne le faisait pas parce que lui, on savait qu'il était taiseux, mais on voyait les autres. L'ancien ministre de l'Information, Lambert Mende, quand il devait parler de l'opposition, il n'était pas du tout doux avec eux, il ne les caressait pas dans le sens du poil. Heureusement maintenant pour Étienne Tshisekedi à son époque, quand il était face à Lambert Mende, il savait les mots qu'il pouvait attribuer à lui-même Mende par rapport aux mots qu'il pouvait attribuer à Joseph Kabila. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire baisser cette tension? Vous voyez, dénoncer la dictature. Il y a des gens qui pensaient que quand on parlait de la dictature, on était en train d'extrapoler ou d'exagérer. Aujourd'hui, tout le monde est convaincu du fait que le pays est en train de sévir la dictature dans le sens strict du terme. La dictature, c'est d'abord quoi? Le fait de mettre les lois de la République à la poubelle. La constitution de la République n'est pas respectée dans ce pays. Vous avez même suivi les chefs de l'État dire que c'était une constitution des malédictions. C'était une mauvaise constitution. Et vous l'avez respectée en votre époque? Mais bien sûr, on peut y aller au cas par cas. On peut y aller au cas par cas. Vous avez commencé l'émission avec la question de perquisition. Vous savez que la perquisition, c'est déjà un acte de poursuite. Mais est-ce que la loi portant statut des anciens chefs de l'État permet des poursuites à l'endroit d'un président de la République sans que les parlements ne soient saisis? Mais pourquoi ils ne lisent pas la loi? L'article 7, si vous voulez, de la loi portant statut des anciens chefs d'État dit que quand un ancien président de la République a posé des actes répréhensifs en dehors de ses fonctions, les poursuites attendent que les parlements réunis au Congrès se prononcent à proportion de 2/3 de ses membres. À ce jour, l'Assemblée nationale est constituée de presque 90% ou 95% de l'union sacrée. Le Sénat, mêmement.
Mais si vous pensez que vous avez des éléments contre le président Joseph Kabila, respectez au moins la procédure. Pour vous, les perquisitions opérées sur la 18e rue Limété l'ont été en violation de la loi? C'est de l'arbitraire, madame. C'est de l'injustice. C'est de la persécution. Maman Olive Lembe le dit. Elle a raison. C'est de la persécution. Et pourquoi vous vous sentez persécuté? Mais par ce qu'ils font. Ils ont commencé par lever les barricades tout autour de des résidences à Kinshasa du président Joseph Kabila. Nous n'étions pas contre la levée des barricades. Oui, parce qu'il fallait laisser les gens qui puissent passer. Il y a un régime qui a changé. Il est logique que ceux qui arrivent décident d'échanger certaines choses par rapport au régime précédent. Mais tout ce que nous avions dit, c'est qu'il fallait ne serait-ce que faire une annonce. Vous annoncez à ceux qui habitent les lieux. Comme ça, on sait que l'État va venir lever les barricades. Il y a toujours... L'autorité de l'État, elle s'impose. Mais au moins, il y a une procédure qu'il faut respecter. Ils avaient dit quoi? Non, c'était pour lutter contre les embouteillages. On leur avait dit que c'était un argument qui ne tenait pas. Quels sont ces véhicules qui passaient par là? Et depuis qu'on a levé ces barricades, est-ce que le problème d'embouteillage est résolu au pays? Non. Mais après, on a vu une succession d'actes dirigés contre le président Joseph Kabila. Ils ont fait des persécutions à la Fondation Musée. Ils ont fait des persécutions un peu partout. Il suffit juste qu'on dise que là est une résidence du président Kabila. Ils sont là en train d'aller faire des perquisitions. C'est pour cette raison que... 18e rue, ils n'ont rien trouvé. Est-ce qu'ils ont déguerpi ceux qui sont là? Est-ce qu'ils ont laissé les militaires là? Est-ce qu'ils ont investi les lieux? Mais est-ce que c'était déjà bien de le faire? Quand la loi donne la procédure par laquelle on doit passer pour poursuivre un ancien président de la République, on doit quand même admettre que c'est pas une personne ordinaire. C'est pas de notre volonté que c'est comme ça. Non, non. C'est le choix des dieux a fait que le président Kabila a dirigé le pays. Félix Tshisekedi est en train de diriger le pays. Il y aura un autre qui va diriger le pays. Mais on doit respecter ces gens-là, à la limite par rapport aux avantages qui leur sont reconnus par la loi. Alors, si on suit la procédure et que le Parlement se réunissait en congrès, décidait de autoriser ces perquisitions, vous n'allez plus vous plaindre. Jusque-là, c'est ce qui doit d'abord être fait, madame. Mais si c'est fait dans la logique, non, comme vous le dites, vous n'allez plus vous plaindre? On ne met pas la charrue avant le bœuf. J'ai suivi le président de l'Assemblée nationale répondant sur la question de M. Matata Ponyo. Il dit, mais il ne suffit pas de demander la levée des immunités pour l'obtenir. Il faudrait encore motiver. C'est la même chose. C'est en fait ce qu'a demandé le président Joseph Kabila. Il a dit aux journalistes, la prochaine fois que vous l'allez rencontrer, M. Félix Tshisekedi, demandez-lui les preuves. Les preuves, ce n'est pas les parquets qui inventent des preuves. Ce n'est pas l'auditorat qui fabrique des preuves. Les preuves, ce sont des choses qui existent avant les débuts des poursuites. Et quand elles existent, vous engagez la procédure. Quand vous les avez déjà, elles ne peuvent plus se perdre. Il s'agit de l'affaire d'État. Mais on voit par contre le président de la République qui se présente dans les médias pour s'attaquer à son prédécesseur. Est-ce qu'il le fait en l'air? Il oublie d'abord que, avant de parler des devoirs du président Joseph Kabila en tant qu'ancien chef de l'État, la loi énumère d'abord ses droits. Il a droit à une protection. Il a le droit. Lisez en fait l'article 3 qui les énumère. Les droits à des mesures et dispositions particulières en matière de sécurité pour sa protection. Il a le droit à l'honneur, à la dignité, à la considération due à tout ancien chef de l'État. Le président Kabila, d'après la loi, il a le droit à une protection sociale. Il a des avantages spécifiques
Ils n'en bénéficient plus? Oui, il n'en a jamais bénéficié. Ne fût-ce que la dignité et l'honneur que le président en fonction vienne ouvertement dire aux Congolais que Joseph Kabila, c'est les parrains de l'AFC. Mais c'est pas le karma qui vous rattrape, parce que quand le régime Kabila est arrivé, Mobutu, c'était le diable incarné qu'on nous présentait. Au point d'aller faire des perquisitions dans ces maisons, moi je sais que depuis que le président Kabila était en train de diriger le pays, à chaque fois que les fils Mobutu battaient campagne au nord Ubangi. Là, c'est à la mort de leur père. Mais quand ils sont arrivés, Mobutu s'était présenté comme vraiment le diable en personne. Il ne faut pas oublier qu'entre le régime de Joseph Kabila et Mobutu, il y a eu le régime des Mouzé. C'était un régime de cohabitation difficile. Parce que Mouzé était d'abord au maquis. Pendant les années de dictature du maréchal Mobutu. Donc, quand Mouzé arrive au pouvoir, il y a encore une certaine rivalité qui existe entre les deux régimes ou les ténors des deux régimes. Mais lorsque le président Joseph Kabila arrive au pouvoir, il rassemble tous les leaders. Et la plupart de ceux qui avaient travaillé avec Mobutu, c'était les cerveaux moteurs du régime de Joseph Kabila. Joseph Kabila n'a jamais maltraité ses opposants. Vous ne trouverez aucune vidéo, aucune action du président Joseph Kabila contre Étienne Tshisekedi. Ça, c'est une vérité, il faut dire ça aux gens. Mais quand il a été assigné en résidence après les élections, il n'a jamais été assigné en résidence. Ses mouvements étaient limités, non? Ses mouvements n'étaient pas limités. Cela n'est pas vrai. On met à votre disposition une sécurité. Vous considérez cela comme une résidence surveillée. S'il était en résidence surveillée, comment il s'est déplacé? Comment il voyageait? Comment il voyageait? Est-ce qu'il avait des autorisations spéciales et particulières pour voyager? On va revenir. C'était pas vrai. C'était faux. On avait le régime de Joseph Kabila avait respecté le statut d'Étienne Tshisekedi. Dire tout simplement que il est en résidence surveillée. Mais comment il s'est déplacé? Comment il allait pour ses soins à l'étranger? C'est pas vrai. Ici, c'est vraiment une maltraitance. Ça, c'est grave. Ça déchire les tissus sociaux. Aujourd'hui, dans la société, les gens ont du mal à se tolérer. Quand on est soit par rapport aux origines, les Kassaïens, les Katangais, la vie d'ensemble est devenue difficile. Tout simplement parce que ceux qui sont au pouvoir utilisent les instruments de l'État pour diaboliser ceux qui ne sont pas au pouvoir. Souvenez-vous, madame, que quand le régime de Félix Tshisekedi commence, combien de membres de l'opposition ont fait la prison pour l'infraction de propagation des faux bruits? Combien? Mais quand le ministre des Transports, le président de la République et plusieurs chefs des corps se mettent à raconter des histoires sans preuve, sans respect de la procédure, sans accorder la dignité, l'honneur et la considération au président Joseph Kabila. Vous avez vu quelqu'un être interpellé pour propagation des faux bruits? À vous entendre parler, c'est comme si le régime Kabila, c'était un régime clean. Il n'y avait rien à reprocher à ce régime-là. C'est pas ce que j'ai dit. Ça, c'est un raccourci. Je suis en train tout simplement de vous dire que parce qu'apparemment, ce sont les mêmes plaintes d'hier qui sont là aujourd'hui. Nous sommes en train d'être persécutés par le régime en place. Vous, personnellement, vous avez également fait l'objet... On ne parle pas de moi. On parle de la structure à laquelle j'appartiens. Et notre chef, notre leader, c'est l'ancien président de la République de ce pays. Aubin Minakou, Ramazani Chadari, qui avaient été entendus, n'ont pas été arrêtés. On n'a rien trouvé contre eux. Mais est-ce qu'on devrait ne serait-ce que les entendre? Posons-nous des bonnes questions, maman. Il y a la loi. Quand je parle de Joseph Kabila, j'ouvre la loi portant statut des anciens chefs d'État. Mais quand vous me parlez d'Aubin Minakou, d'Emmanuel Ramazani Chadari, d'Ekambere, Ferdinand qui ont été invités à l'auditorat, là on va ouvrir la loi portant statut de l'opposition politique. Cette loi dit que les membres de l'opposition politique ne peuvent pas être
interpellés pour leurs avis, pour leurs opinions politiques. On avait compris lorsque le ministre de l'Intérieur avait invité les dirigeants de notre parti politique. C'est le ministre des tutelles des partis politiques. Quand il y a un malentendu, quand il y a des angles qu'il faut arrondir, c'est normal que le ministre de l'Intérieur invite pour qu'il y ait une séance de travail, comme ça avait été le cas. Mais pourquoi inviter l'auditorat dans les débats entre acteurs politiques? Pourquoi vouloir mettre les magistrats, que ce soit civils ou militaires, en conflit avec les autres acteurs politiques? Mais puisqu'ils n'ont pas été arrêtés, vous ne pouvez pas trouver en cela que la justice a bien fait son travail? Mais on ne sait pas pourquoi ils n'ont pas été arrêtés. Il y a plusieurs éléments qui peuvent échapper à notre connaissance. Mais analysons ce que nous pouvons voir et comprendre. Est-ce qu'il est normal? Il était normal que pour des questions d'ordre politique, pour des convictions politiques, pour des déclarations politiques, que l'on invite les dirigeants de notre parti politique à l'auditorat. Est-ce que nos lois permettent cela? La loi qui arbitre le jeu politique dans notre pays, c'est la loi, c'est essentiellement la loi portant statut de l'opposition politique. Est-ce que ça permet cet état de choses? C'est-à-dire que vous nous voyez vous dire que, en fait, c'est comme si les lois de la République ne servent plus à rien dans ce pays. Ça ne sert plus à rien. Ceux qui dirigent, ils ne font aucun cas. Ils ne se réfèrent pas à la loi. Quand le président... Mais c'était la même chose aussi à l'époque du régime Kabila. On accusait aussi ce régime de marcher sur les lois du pays. Rappelez-moi. Avec l'opposition, quand on arrêtait les opposants, quand on dispersait les manifestations, quand on interdisait les manifestations, c'est pratiquement les mêmes choses qui sont vécues aujourd'hui. Il y a une différence entre interdire une manifestation, entre interpeller des opposants. Bruno Tshibala s'est retrouvé en prison et il est parti de la prison à Premier ministre. Il a été arrêté aussi par votre régime. Madame, arrêter, ce n'est pas suffisant pour bien analyser. Demandons-nous, on arrête ou on interpelle pour quel motif? Pour quelle raison? C'est ça mon problème. Il y a des acteurs politiques de l'opposition qui ont été arrêtés à l'époque où Joseph Kabila dirigeait. Certains, parce qu'on les accusait d'avoir violé des enfants, des mineurs. D'autres, parce qu'on les accusait d'avoir attaqué les éléments de la garde républicaine. D'autres encore, parce qu'ils avaient des différends entre eux, acteurs de l'opposition ou de la majorité, sans que ce ne soit le président Kabila l'objet, moteur des disputes. Ça veut dire, sous le régime Kabila, il n'y a jamais eu d'arrestation arbitraire des acteurs politiques. Vous êtes journaliste. C'est vous qui pouvez nous énumérer les cas. Vous ne me faites pas dire des choses qui vont décourager ceux qui me suivent à la radio pour dire, voilà, il y a Madame Odia qui est en train de tout nier en bloc. Non. Allons au cas par cas. Allons au cas par cas. Est-ce qu'à l'époque où Kabila dirigeait ce pays, on a vu des scènes comme ça où on vient ravir un siège de parti politique? Vous savez que le régime en place nous a ravi le siège du PPRD? Mais on a vu ça avec l'UDPS quand Tshibala est devenu Premier ministre, c'était le régime Kabila, ils sont allés en justice, il a voulu déguerpir... Bruno Tshibala, c'est un ancien de l'UDPS. Donc c'était des conflits entre eux. Ne mettez pas le président Kabila dedans. Quand il s'est battu pour créer UDPS X, UDPS Y, UDPS Z, qu'est-ce que le président Kabila vient faire? On est en train de courir derrière le temps. Oui, en fait, c'est pour vous dire que c'est pas comme ça que le pays doit être géré. C'est pas à travers ces différentes tensions que nous allons retrouver la paix. Alors, je vais vous poser 2-3 questions et puis on va se séparer. Il y a eu la main tendue du chef de l'État à travers les consultations que vous avez, auxquelles vous avez refusé de participer. J'ai suivi l'adresse de votre secrétaire permanent qui disait Bolamba Bolia Toriate. On ne peut pas comprendre qu'ils sont en train de dire qu'il a déboulonné le FCC et qu'après ils disent qu'il veut consulter le FCC.
c'est incompatible. Mais vous avez demandé à ce que l'on puisse ramener la cohésion. Il peut pas dire que Joseph Kabila, c'est l'AFC. Après, il recourt à quelques membres du FCC pour dire que voilà, j'ai encore consulté le FCC. C'est incohérent. Mais ça n'allait pas être l'occasion pour vous de vider le sac, hein? Non, on ne peut pas diriger le pays dans le désordre. Même en étant dans l'opposition et dans la résistance, il y a les lois de la République, il y a des cadres Mais est-ce qu'avec dans votre lesquels attitude, nous devons nous retrouver. Avec votre attitude, est-ce qu'on va évoluer? Est-ce qu'on va sortir finalement de cette crise? Mais notre attitude, en quoi elle est mauvaise? Jusqu'ici, le FCC, nous ne sommes pas dans la rue pour brûler les bus, les bâtiments de l'État. Nous ne sommes pas dans l'injure On vous a tendu la main, vous avez refusé de la prendre. Madame, pourquoi refuser de prendre une main qui vous est correctement tendue? Le président Kabila, c'est un homme de dialogue. C'est un homme démocrate. Vous savez de quoi est fait le FCC? C'est des anciens de l'opposition, du DPS, des anciens du MPR, des anciens du FERI. Oui, même des anciennes rébellions, le RCD et tout ça. S'il arrive à toujours garder tous ces gens-là au sein du FCC, ça veut dire que c'est un homme de dialogue. C'est un démocrate. Mais, en dépit du fait que nous soyons des hommes de dialogue, des démocrates, on ne peut pas accepter de chaque fois donner des béquilles au président Tshisekedi qui peut dire une chose le matin et totalement le contraire le soir. Qui peut dire que je veux travailler avec le FCC et après dire le FCC c'est l'AFC. À quand la mise en place d'une coalition de l'opposition pour préparer les enjeux futurs, notamment ce dialogue voulu par la Synco et les CC? Ah, ça c'est une question technique, une question, je veux dire aussi difficile, parce que en ce moment-ci, on est beaucoup plus dans la résistance que dans l'opposition. On parle de l'opposition lorsque tout est en ordre au pays, lorsque les acteurs sont soumis à l'autorité de la loi, lorsqu'il y a eu des bonnes élections, certains ont gagné, d'autres ont perdu, et on se bat pour des échéances à venir. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un contexte tout à fait différent. Un contexte où l'ensemble du territoire congolais n'est plus au contrôle du gouvernement central. Il y a une partie de la République qui est dirigée par le gouvernement central et l'autre part par des rebelles. Donc tout est compromis en ce moment. Tout est compromis. Il n'y a plus d'espoir. Hein. Et pour un lendemain meilleur. Vous croyez quand même à la démarche Synco ECC pour la réunification des Congolais et le retour à l'ordre, à la paix? Je pense que Synco ECC a un rôle à jouer, ce tandem-là. Mais je pense plutôt que il doit y avoir des gens autour du président de la République honoraire. Parce qu'autour du président de la République en fonction, il n'y a plus d'espoir. Même le membre de sa propre famille politique, vous voyez comment ils sont en train de s'entre-déchirer. Ils peuvent plus s'asseoir, se regarder en face, boire, manger, dans une bonne ambiance. Non. Pour vous, ils se regardent en chaîne faïence. Je pense que l'espoir aujourd'hui, c'est autour du président Joseph Kabila. Et quand il annonce qu'il va venir au pays par la partie orientale, à mon avis, la classe politique dans son ensemble devrait se retrouver autour du président Joseph Kabila pour que l'on réfléchisse sur les solutions aux problèmes de notre pays. Il a dit les solutions aux problèmes des Congolais. Et vous allez, seront trouvées par les Congolais. Dans cette logique-là, exclure ceux qui dirigent à présent? Tout va dépendre de s'ils veulent nous rejoindre ou pas. Ça veut dire vous créez un autre bloc?
C'est ce que je pense. Ça veut dire le retour aux affaires de Joseph Kabila dont vous parliez, c'était dans cette configuration? Je ne veux pas de cet amalgame. Je pense qu'en ce moment, nous sommes en train de parler de comment trouver la solution au problème. Mais vous dites qu'il sera là, lui, la tête, le leader, avec autour de lui la classe politique congolaise pour voir comment trouver des solutions. Oui. Vous estimez que les autres, s'ils veulent pas venir avec vous, ils seront mis de côté et vous allez évoluer ensemble pour trouver des solutions pour qu'au final, on est quoi? C'est ce que je pense, madame. C'est ce que je pense. Vous savez, à un moment, Étienne Tshisekedi était dans l'opposition. Il y avait autour de lui pratiquement toute la classe politique, toute la classe politique qui n'avait pas accepté de cheminer avec Joseph Kabila. Et c'est ça le bloc. Après 2016, il y avait ceux qui avaient accepté de rejoindre président Kabila, d'autres avec Étienne Tshisekedi. L'histoire peut se répéter. C'est ce que je pense. Il sera candidat aux élections de 2028? Ce n'est toujours pas là le débat. On va organiser ces élections dans quel contexte? Dans le contexte où il y a une partie du territoire, qui est contrôlée. Nous sommes en 2025, les choses peuvent s'améliorer entre-temps. Il ne faut pas être défaitiste. Mais bien avant cela, il faut que des mesures soient prises. Et c'est de ça qu'on parle. Après que le contrôle de l'ensemble du territoire national soit, on va dire quoi, centralisé. C'est là que on va encore parler des élections, on va parler autre chose. En ce moment-ci, les élections, on les organise. Admettons qu'on doit les organiser. On va considérer Bukavu, Goma, Bunagana et tout ça. Non, on peut pas parler de 2028 avant de parler de 2025, 26, 27. Moi, je vous parle de 2025. Les choses peuvent s'améliorer entre-temps parce que vous ne pouvez pas parler élection. Et c'est pour ça que le président Kabila revient. C'est pour ça que le président Kabila revient. Il revient justement, la classe politique sera autour de lui à cause de son expérience, à cause de ce qu'il sait apporter, à cause du respect et de la considération qu'il accorde aux membres de notre classe politique. Il est resté 18 ans aux affaires, ça veut dire qu'il a acquis plus d'expérience pour revenir aux affaires et changer les choses. Je ne parle pas d'abord de revenir aux affaires, ça c'est un souhait pour moi et pour de nombreux Congolais. Moi, personnellement, j'aimerais voir le président Joseph Kabila diriger encore ce pays. Je pense qu'il n'a pas épuisé ses deux mandats. S'il vous plaît. Je vous parle de mon souhait. Je vous parle de mon souhait. Après avoir appris de ses erreurs, des erreurs de son successeur, je pense qu'il est la personne la mieux indiquée pour donc, diriger. Vous n'avez préparé personne. Je pense qu'il est la personne la mieux, je ne dis pas la seule. Je pense qu'il est la personne la mieux indiquée pour diriger encore ce pays. Mais il a préparé quelqu'un pour mon souhait seul ne suffit pas. Le souhait de quelques Congolais ne suffit pas. C'est le souhait de la majorité des Congolais qui va suffire pour qu'ils dirigent encore ce pays. Mais nous ne sommes pas encore à ce point-là. Nous sommes au point où on doit retrouver l'équilibre. Non, je voulais pas parler de l'équilibre. Il faut que les partis occupés soient libérés. Même si aujourd'hui, ceux qui sont à l'Est considèrent que c'est de l'autre côté que c'est occupé, ceux qui sont à Kin considèrent que c'est l'Est qui est occupé, il faut que tous ces clivages, parce qu'il y a la présence de l'armée étrangère. Il faut que tous ces clivages disparaissent. C'est ça l'objectif principal en ce moment pour nous. Parce que en se mettant ensemble, il va se dégager des solutions, du choc des idées va jaillir la lumière, les propositions vont venir de par-ci, de par-là, un peu comme à Sun City. D'accord, madame. Pour chuter, Olivier Kamitatou propose, comment il a appelé ça? Le fédéralisme comme solution à ces nombreuses agressions que nous avons, comme solution, comme remède à la balkanisation. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que j'ai vu que certains de votre parti ont rejeté cette idée. Même Ensemble pour la République a dit que ça n'engage pas le parti. C'était une réflexion d'un acteur politique. Je suis cadre au sein du PPRD. Ce débat n'a pas encore été examiné dans notre parti politique. Mais en même temps, je suis responsable d'une association, le Collectif pour le développement et l'unité du Congo. Pour nous ne sommes pas pour le fédéralisme. Mais nous comprenons
l'argument de ceux qui soutiennent le fédéralisme. Pour eux, c'est une réponse à l'injustice. C'est une réponse aux différents clivages. Mais pour nous, penser au fédéralisme, même si le fédéralisme n'est pas la balkanisation, mais ce serait tomber au piège de ceux qui veulent nous diviser. Et quand je parle de la division, c'est dans tous les sens du terme. Le bon sens, le mauvais sens, ainsi de suite. C'est céder à la panique. On nous dit vraiment qu'on doit... C'est en fait céder à la panique. On nous dit qu'on doit... Penser que qu'on doit la arrêter. Réponse à la dictature, la réponse à... Mais disons, le fédéralisme, on en parle depuis comment on avait appelé ça? Ce qui s'est passé en 92, là. C'était encore quoi avec conférence nationale. On parle du fédéralisme depuis, hein. Il y a eu les débats autour de ça. Nous sommes en démocratie. Chaque Congolais est libre de donner son avis et son opinion. Je suis étonnée de voir certains journalistes s'attaquer violemment contre ceux qui parlent du fédéralisme, comme si ces gens-là n'avaient pas le droit d'exprimer leurs opinions, de s'exprimer. Moi, je suis pas pour. Moi, je suis pas pour le fédéralisme. Mais je peux comprendre ceux qui veulent le fédéralisme. Mais je pense que ce serait tomber au piège de ceux qui veulent nous diviser. Pour terminer, vous avez émis vos critiques. En 2 secondes, que faire pour que les Congolais se remettent ensemble pour taire les divisions et rebâtir ce pays? Je pense que pour ramener la paix au pays, il faut d'abord que le président Félix Tshisekedi demande aux animateurs de son régime d'arrêter toute forme de tracasserie et de persécution à l'endroit de l'ancien président de la République. Parce que là, ils ne feront que donner des arguments aux gens pour se diviser même au sein de la société. Lisez les commentaires des Congolais au bas des publications des journalistes. Les Congolais deviennent agressifs les uns contre les autres. Ceux qui soutiennent le président Kabila, ceux qui soutiennent le président Tshisekedi, ils sont... Donc, les réseaux sociaux deviennent comme un champ de bataille. Ces choses-là, ça doit s'arrêter. Nous les vivons justement à cause de la tension qui est créée par les différentes invitations des membres de l'opposition au parquet, à l'auditorat, par les persécutions, les perquisitions injustes et injustifiées. Ils doivent arrêter cela et immédiatement. Après cela, qu'ils changent de langage. Qu'ils changent de langage. S'ils ont des éléments contre le président Joseph Kabila, personne ne va leur demander de les cacher ou de les faire taire. Non. Vous avez des éléments contre le président Joseph Kabila, alors ne brûlez pas les étapes. Ne brûlez pas les étapes. Respectez la procédure. Saisissez les parlements. Argumentez, apportez vos éléments de preuve, vos motivations au Parlement. Comme ça, là, vous aurez convaincu la représentation du peuple, vous aurez convaincu les peuples congolais dans son ensemble avant que l'on en arrive à l'instance judiciaire. Mais si vous n'avez pas encore respecté cette étape-là, alors la loi vous oblige de réserver les honneurs, la dignité et la considération à l'ancien président de la République. Ça sera là votre conclusion, Maître Arlette Odia. Merci d'avoir été de notre aujourd'hui. Pourquoi le PPRD se sent persécuté? Vous avez donné vos arguments. Merci à toute l'équipe qui a rendu possible la réalisation de cette émission, Pascal Kalambay, Patrick Mungongo, John Kondé, qui ont assuré la partie technique. Merci à Miguel Mena qui a tout coordonné. À vous qui nous avez suivis, restez branchés au programme de Top Congo FM. Le rendez-vous du magazine de la femme sur la fréquence utile, c'est tous les samedis après le journal de 13h. La rediffusion, c'est le dimanche après le journal de 19h. Si Dieu nous prête vie, nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec une autre dame dans ce studio pour un autre sujet. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Joseph Kabila et les cadres du PPRD sont-ils victimes d'un acharnement? Quelle est la solution pour la sortie de crise envisagée par le FCC? Le débat au féminin en parle ce samedi avec Maître Arlette Odia, cadre du PPRD. Le débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h. La rediffusion, c'est tous les dimanches après le journal de 19h.